Le matin était glacial, mais d'un ciel d'un bleu éclatant à Cap Canaveral. Voici les dernières secondes du compte à rebours. Toutes les communications entre la navette et le centre de contrôle indiquaient que tout se déroulait comme prévu. Le 28 janvier 1986 commença comme n'importe quel autre jour de lancement, mais s'acheva par une explosion qui choqua tout un pays. Et si la véritable histoire ne se résumait pas à l'explosion, mais à ce qui suivit, le silence pesant les recherches désespérées, sous les vagues et les secrets enfouis dans les profondeurs. Voici un voyage au cœur des conséquences inattendues auxquelles personne n'était préparé. Comme l'indique la NASA, il s'agissait d'un décollage nominal. Le voyage de Challenger fut bref. Ce fut une tragédie bouleversante. Grâce aux images récupérées et à une enquête minutieuse, nous avons mis au jour non seulement les défaillances techniques, mais aussi la résilience et le courage de l'équipage de Challenger. Leur histoire ne s'est pas arrêtée dans les airs. Elle a été emportée par fragments à travers l'océan et gravée à jamais dans l'histoire. Le jour qui a tout changé. Le 28 janvier 1986 a débuté sous le signe de l'espoir et de l'attente. Le ciel au-dessus de Cap Canaveral était d'un bleu électrique éclatant. Un matin d'hiver parfait qui semblait voué à entrer dans l'histoire. Des familles emmitouflées pour se protéger du froid étaient rassemblées dans les gradins du Centre spatial Kennedy, tandis que les drapeaux américains flottaient au vent. Les caméras immortalisaient l'instant. Partout dans le pays, des millions d'écoles étaient branchées sur l'événement. Portée par l'espoir et l'innocence d'un événement exceptionnel, une enseignante s'apprêtait à partir dans l'espace. Christa McAuliffe, professeure d'histoire-géographie originaire du New Hampshire, devint le symbole de cette mission, incarnant les rêves d'innombrables Américains fascinés par l'exploration spatiale. L'équipage qui l'entourait réunissait l'élite de la NASA, le commandant Francis Dick Scobie, le pilote Michael Smith, les spécialistes de mission Ellison Onizuka, Judith Resnick et Ronald McNair, ainsi que le spécialiste de charge utile Gregory Jarvis. Chacun apportait son expérience et son savoir-faire prêt à repousser les limites de l'exploit humain. Tandis que le compte à rebours s'égrenait, le rugissement des moteurs bravant l'air froid se propageait dans le sol, faisant trembler la terre sous les pieds des spectateurs. Challenger s'éleva dans une traînée lumineuse sur le ciel pâle du matin, son ascension paraissante parfaite pendant les 73 premières secondes. Puis, sans prévenir, tout bascula. Un éclair illumina le ciel, se transformant en une boule de feu incandescente qui tordit violemment la navette avant de se dissiper en deux traînées de fumée. Pendant un bref instant, personne ne put saisir l'horreur qui se déroulait. De nombreux spectateurs et même des enfants qui suivaient la retransmission en direct ont cru un instant que cela faisait partie de la mission, leurs applaudissements innocents se muant en un silence stupéfait. Au centre de contrôle, l'incrédulité régnait seulement troublée par la voix grave du directeur de vol Jay Green, qui annonça ces mots glaçants. Les contrôleurs aériens examinent la situation de très près. Il s'agit manifestement d'un dysfonctionnement majeur. Un choc parcourut le pays impuissant face à la disparition en un instant de la fierté de l'exploration spatiale américaine. La lueur intense était presque surréaliste d'une beauté saisissante pour un œil non averti comme un phénomène céleste rare, plutôt qu'une tragédie humaine. L'espoir se mêlait à la confusion, tandis que la foule retenait son souffle s'attendant à voir la navette réapparaître et poursuivre son ascension, mais Challenger ne se remit jamais. L'histoire qui avait débuté avec tant d'optimisme allait désormais se dérouler dans le silence des eaux glacées de l'Atlantique. La première réaction dissimulait une énigme bien plus profonde. Qu'était-il finalement arrivé à l'équipage? Était-il possible que quelqu'un ait survécu à cet instant terrible,
alors même que les débris fumants de la navette étaient dispersés sur une superficie océanique équivalente à 200 à 260 000 carrés, les questions continuaient d'affluer. Non seulement un vaisseau spatial a été perdu, mais aussi une page d'espoir pour l'humanité s'est brutalement éteinte. La gravité de cette vérité nous a placés au bord d'une longue et douloureuse confrontation avec la réalité d'abord dissimulée au public. La catastrophe a été retransmise en direct, mais ses conséquences n'ont pas été immédiatement comprises. Le public a vu le feu et la fumée, mais ce qui allait se produire sous l'océan resterait un secret connu de très peu de personnes. C'était une tragédie aux multiples facettes dont l'ampleur ne pourrait être pleinement révélée qu'au terme d'un travail de recherche de récupération et d'enquête long et minutieux. Ainsi, la douleur immédiate laissa place à une mission aussi triste que nécessaire qui ne se limiterait pas à la surface, mais s'étendrait jusqu'au fond marin. Cet incident n'était pas qu'un simple accident. C'était aussi le début d'une histoire en cours, une énigme à résoudre. La destruction de Challenger a non seulement bouleversé l'avenir de l'exploration spatiale, mais a également transformé la perception du deuil et des responsabilités au sein de la nation. Dès les premiers instants, des mesures ont été prises pour examiner en profondeur la flamme aveuglante de l'explosion et l'obscurité qui s'en est suivie. Les événements de ce matin de janvier résonnent encore des décennies plus tard, nous rappelant non seulement ce qui a été perdu, mais aussi ce qui a été laissé derrière soi, des débris, des souvenirs et des rêves brisés, le tout enfoui sous les décombres qui attendaient d'être révélés au moment du désastre. La cause de la tragédie de Challenger se résume à une défaillance aussi infime que cruciale, un joint thorique gelé. Dans le froid de l'aube, la température avait chuté brutalement, rigidifiant les joints thoriques conçus pour contenir les gaz brûlants à l'intérieur du propulseur d'appoint, à propergole solide, droit de la navette. Ces anneaux n'étaient pas conçus pour résister à de telles températures. Au décollage de la navette, le joint fragile n'a pas assuré l'étanchéité, laissant s'échapper des gaz chauds par un raccord qui n'avait jamais été prévu pour fuir. Moins d'une seconde après le décollage, un bref mais révélateur panache de fumée a été capturé par une caméra, un signal d'alarme passé inaperçu pour la plupart des observateurs. Cette fissure précoce annonçait la défaillance qui allait survenir un peu plus d'une minute plus tard. Tandis que la navette s'élevait dans le ciel, la flamme qui s'échappait brûlait sans relâche, rongeant lentement l'enveloppe protectrice du joint du propulseur. Les ingénieurs de la NASA ont confirmé par la suite que ces dégâts silencieux s'étendaient d'instant en instant. 73 secondes après le décollage, le joint fragilisé céda. Une flamme jaillit du joint et atteignit l'imposant réservoir externe, contenant plus de 680 tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide. L'inflammation du contenu volatile du réservoir provoqua une explosion dévastatrice à environ 9,0 mètres d'altitude au-dessus de l'océan Atlantique. La désintégration spectaculaire de la navette spatiale a été suivie en direct par des millions de téléspectateurs, marquant le premier accident spatial américain en vol. La navette n'a pas explosé d'un seul bloc, mais s'est désintégrée rapidement sous l'effet de forces aérodynamiques intenses. Le réservoir de carburant externe s'est rompu et a pris feu, créant une énorme boule de feu à laquelle aucune structure n'a pu résister. Des débris de la navette se sont désintégrés, se dispersant sur une vaste zone. Le contraste saisissant entre l'ascension gracieuse de la navette et sa fin tragique n'a fait qu'amplifier le choc et la confusion. Immédiatement après, la question qui hantait tous les esprits était de savoir si l'équipage avait survécu à l'explosion initiale ou s'il avait péri instantanément dans l'incendie. Les premières déclarations de la NASA étaient prudentes, mais empreintes d'espoir.
Mais la dure réalité était bien plus sombre. La navette n'était équipée ni de parachute, ni de système d'évacuation d'urgence, et aucun signal n'était émis depuis le compartiment de l'équipage. Seuls des débris flottaient le long des faibles traînées des propulseurs d'appoint à propergol solides, encore incandescents, qui tournaient en rond dans le ciel. Les présentateurs s'interrompirent en plein milieu de leur phrase, et un silence de stupeur s'installa à l'antenne, tandis que l'ampleur de la catastrophe se dévoilait. Rumeurs et théories fusaient. La navette spatiale s'était-elle désintégrée tout en restant en grande partie intacte? Des personnes à bord avaient-elles pu survivre à la désintégration? Pendant des heures, le pays tout entier se débattit avec des questions qui restaient sans réponse immédiate. Ce moment a bouleversé à jamais la trajectoire de la NASA et la perception du public vis-à-vis des vols spatiaux. Ce qui avait commencé comme une mission de routine a révélé des vulnérabilités que personne ne voulait affronter. Derrière l'horreur se cachait un ensemble complexe de défaillances humaines et techniques qu'il fallait démêler petit à petit. La scène de destruction, malgré son chaos, n'était que le début visible d'un chapitre bien plus long et angoissant. Chaos et confusion initiaux. Tandis que la navette disparaissait du ciel, le centre de contrôle sombra dans un silence tendu et une panique contenue. Les écrans de données se mirent à clignoter, les signaux de télémétrie se coupèrent. Et les boucles de communication se chevauchèrent de manière incompréhensible. Des années d'entraînement rigoureux avaient appris aux contrôleurs à attendre une confirmation avant de tirer des conclusions. Mais au fond d'eux-mêmes, beaucoup craignaient le pire. Chaque instant semblait interminable, l'incertitude rongeant l'équipe. Dehors, les familles des astronautes observaient la fumée se tordre en formes étranges et flottantes. Des chuchotements emplissaient l'air. La navette s'était-elle séparée comme prévu? Ou était-ce quelque chose de bien pire? Pendant quelques secondes, l'espoir s'accrocha à la confusion comme un fil ténu, mais la réalité reprit vite le dessus. La vérité sur la catastrophe était trop terrible pour être acceptée immédiatement. Pendant ce temps, les rédactions du pays entier peinaient à trouver les mots souvent muettes ou répétant la phrase « dysfonctionnement majeur ». Face aux caméras, les responsables de la NASA, le visage blême, ont imploré la patience du public, tandis que les procédures d'urgence étaient lancées. Officiellement, des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours, mais au sein de l'agence, nombreux étaient ceux qui doutaient en silence des chances de survie. Les forces qui ont déchiré Challenger, à près de 14,6 mètres d'altitude, étaient immenses et presque inimaginables. Aucun dispositif d'urgence n'était prévu pour l'équipage, ni siège éjectable, ni balise de détresse, ni parachute. Il ne restait que des débris épars et des propulseurs en feu, laissant derrière eux de pâles traînées de fumée dans le ciel. Moins d'une heure plus tard, la NASA déclara l'état d'urgence et organisa immédiatement une vaste opération de recherche et de sauvetage. Les navires de la marine, les gardes-côtes, les hélicoptères et les avions se sont tous rendus sur les lieux de la chute des débris. L'espoir initial aussi ténu fut-il à rapidement céder la place à la dure réalité de la mort, les recherches se transformant en opérations de récupération. Pendant des heures, les équipes ont cherché au-dessus des eaux glaciales de l'Atlantique le moindre signe des astronautes, une balise clignotante, un dispositif de flottaison, quoi que ce soit d'autre. Entre-temps, la surface de l'océan était déjà jonchée de morceaux d'isolants de tuiles brûlées et de ferrailles tordues, autant d'éléments qui rappelaient silencieusement l'immense tragédie. À la nuit tombée, l'océan était si calme qu'il semblait presque se moquer de la drame par son étrange sérénité. Affaire à suivre. 2 plongeurs travaillant pour la chaîne History Channel ont fait une découverte surprenante au large des côtes de Floride. Alors qu'ils recherchaient des débris d'avions de la Seconde Guerre mondiale, ils ont trouvé un morceau de la navette Challenger. Les petits débris illuminés par les lumières des navires
semblait se déplacer silencieusement dans l'obscurité, tandis que les plongeurs se préparaient à une descente délicate dans les eaux sombres et troubles. Le fond de l'océan abritait un rêve brisé. La salle de contrôle de la mission était déjà plongée dans une atmosphère pesante, là où régnait l'enthousiasme du décollage. Les ingénieurs de données analysaient minutieusement la télémétrie retraçant les derniers instants ce pouls numérique qui s'était brutalement interrompu. Le changement fut radical. L'objectif de la mission initialement axée sur la découverte se transforma en deuil et la véritable histoire demeura enfouie, attendant d'être exhumée sous les flots. Tandis que les recherches s'étendaient et que l'épave se dispersait, le monde se préparait aux découvertes à venir. Les recherches commencent, face à l'horreur de la catastrophe de Challenger. Une opération de recherche massive et urgente est immédiatement lancée à travers l'Atlantique. Les ordres affluent du centre de contrôle de Houston et des stations des gardes-côtes le long des côtes de Floride. Des navires de la marine, des patrouilleurs des gardes-côtes et des hélicoptères de l'armée de l'air basés à Patrick se sont rapidement déployés, convergeant vers le dernier point de départ connu de l'ascension de la navette. Ce qui avait commencé comme une mission de recherche de survivants s'est vite transformé en une course contre la montre désespérée pour localiser le moindre signe de l'équipage ou des débris de l'appareil. Un mince espoir subsistait que le compartiment de l'équipage, la section renforcée abritant les astronautes, se soit séparé intact et que certains aient pu survivre momentanément à l'explosion. Des équipes ratissaient la surface de l'océan à la recherche de radeaux de sauvetage, de balises de détresse, voire d'une combinaison de vol orange flottant parmi les débris. La mer était sillonnée de navires et d'avions effectuant des recherches systématiques en quadrillage, leurs équipages bravant le froid du soleil hivernal tout en s'accrochant à un optimisme fragile. Sur les écrans de télévision du pays entier, les présentateurs peinaient à trouver leurs mots. Des responsables de la NASA sont brièvement apparus, le visage pâle et indéchiffrable, appelant à la patience tout en assurant que les recherches étaient en cours. En coulisses, cependant, la confiance était loin d'être acquise au sein même de l'agence. Les experts comprenaient la brutalité des forces qui avaient détruit la navette à des centaines de kilomètres au-dessus de l'océan. Les chances de survie étaient infimes, voire nulles, mais le protocole exigeait que les recherches se poursuivent jusqu'à épuisement de tout espoir. Tout au long de l'après-midi, des débris flottants commencèrent à remonter à la surface des morceaux d'isolant extérieur de la navette, des tuiles calcinées du bouclier thermique et des panneaux arrachés du fuselage. Peu à peu, les débris épars se dispersèrent sur des kilomètres emportés par le vent et les courants marins. L'élan initial des opérations de sauvetage laissa lentement place à une sombre opération de récupération. Le poids de cette prise de conscience pesait lourdement sur chaque membre de l'équipe. Ce soir-là, l'Atlantique offrait un contraste saisissant avec le chaos qui régnait à sa surface. L'océan était d'un calme anormal, ses eaux sombres reflétant les projecteurs des navires et illuminant de minuscules fragments flottant silencieusement dans l'obscurité. Des plongeurs s'enfoncèrent dans l'eau froide, signalant chaque découverte à l'aide de colorants fluorescents et de bouées flottantes. Les profondeurs abyssales recelaient les secrets de cette matinée tragique, silencieux et inaccessible à la lumière. À la tombée de la nuit, les premières informations parvinrent à Houston. Le champ de débris s'étendait sur des centaines de kilomètres carrés sans qu'aucun signal ni survivant ne soit détecté. La même salle qui avait vibré de joie quelques heures plus tôt était désormais plongée dans un silence solennel. Ingénieurs et contrôleurs repassaient les données du lancement, tentant de reconstituer chaque instant précédant la désintégration finale. Sur les écrans, les données télémétriques vacillaient, puis s'estompait le signal numérique du vaisseau, s'interrompant brutalement. Ce qui avait commencé comme une mission d'exploration s'était mué en une course contre le désespoir.
Ceux qui étaient rassemblés autour des écrans et des radios étaient pleinement conscients que sous les vagues, Challenger attendait témoin silencieux d'une histoire que personne n'était encore prêt à lire ni à accepter pleinement. Partout au pays, les visages pleins d'espoir du matin s'estompèrent, laissant place à la douleur et aux questions sans réponse. Les jours suivants allaient mettre à rude épreuve les limites de la technologie et de l'endurance humaine, révélant peu à peu l'étendue de la tragédie et découvrant le champ de débris. Dans les jours qui suivirent, l'océan Atlantique devint le théâtre de l'une des plus importantes opérations de sauvetage de l'histoire américaine. Ce qui avait commencé comme une recherche frénétique de signes de vie s'est transformé en une mission minutieuse de collecte et de catalogage de chaque fragment de la navette spatiale. La marine américaine a pris les devants, déployant des navires équipés de sonars, de pointe des submersibles et des équipes de plongeurs pour cartographier méticuleusement les fonds marins. Des hélicoptères survolaient la zone photographiant les débris flottants, tandis que les navires des gardes-côtes récupéraient tout ce qu'ils pouvaient de l'isolant aux câbles calcinés, en passant par des fragments des tuiles blanches caractéristiques de la navette. La gestion d'une opération d'une telle complexité exigeait une coordination à grande échelle. La NASA a constitué une équipe spéciale de recherche de récupération et de reconstruction réunissant ingénieurs militaires, scientifiques et contractuels civils. La vaste zone a été quadrillée, garantissant une couverture méthodique et minimisant le risque de passer à côté d'éléments de preuve cruciaux. Malgré l'ampleur de la mission, les conditions sous-marines étaient extrêmes. La visibilité dépassait rarement quelques mètres, et les courants froids et troubles ralentissaient chaque plongée, transformant les opérations de récupération en de fragiles balais sous les vagues. Sous la surface s'étendait un paysage métallique et sinistre, parsemé de débris de la navette. Les morceaux étaient de tailles variées, allant de la taille d'une main à celle d'une automobile. Chaque fragment racontait une histoire des parties de l'aile gauche des jambes du train d'atterrissage, des fragments du réservoir de carburant externe. Les équipes de récupération se sont retrouvées confrontées non seulement à l'épave d'un vaisseau spatial, mais aussi aux vestiges de l'ambition humaine, brisés par des forces fatales. Début février, des milliers de débris représentant plus de 100 tonnes, soit près de la moitié de la masse initiale de la navette, avaient été repêchés. Ces fragments furent transportés dans un immense hangar du Centre spatial Kennedy, où les ingénieurs les disposèrent au sol, à la manière d'un gigantesque puzzle complexe, à l'aide de structures en acier soigneusement conçues. Ils entreprirent alors de reconstituer la silhouette de Challenger en repérant la position d'origine de chaque morceau grâce à sa forme aux traces de brûlure et aux marques de suie. Les experts en criminalistique ont examiné minutieusement les pièces, étudiant les angles de fracture, la coloration des brûlures et les déformations, afin de reconstituer les derniers instants du vol. Les débris ont permis de mieux comprendre non seulement l'explosion initiale, mais aussi les défaillances silencieuses et progressives qui s'étaient déjà produites. Les preuves ont établi que la défaillance du joint torique était l'élément déclencheur permettant à une flamme de pénétrer dans le réservoir de carburant et de provoquer l'embrasement généralisé. Pourtant, parmi les éléments et les pistes de l'enquête, une pièce maîtresse manquait à l'appel, le compartiment de l'équipage, le cœur de la navette, d'où 7 êtres humains avaient décollé pour leur voyage dans l'espace. Son existence avait déjà été oubliée, et c'est précisément cette absence qui a hanté l'enquête et l'a poussé à explorer des territoires plus dangereux. L'océan Atlantique, au large des côtes de Floride, est d'une faible profondeur trompeuse d'environ 30 mètres. Mais il est aussi très complexe avec une grande quantité de limons et des courants froids qui rendent la navigation au sonar et l'exploration sous-marine particulièrement difficiles. Les opérateurs de sonar et les submersibles en eau profonde
suivaient sans relâche le moindre signal, observant des contours partiellement enfouis sous le sable et l'ombre. L'attente était un supplice, et les réponses restaient hors de portée sous les eaux noires et silencieuses. Chaque fragment récupéré ne faisait qu'épaissir l'énigme. Les débris épars racontaient le récit du désastre et de l'effondrement du système, mais les derniers instants de l'équipage resteraient mis à jamais prisonniers des profondeurs jusqu'à ce que la quête de la découverte la plus profonde et la plus sombre soit achevée. L'océan était silencieux et ceux qui exploraient ses abysses se préparaient à ce qui allait suivre. Tandis que l'océan à contre-cœur livrait ses secrets, le monde se préparait à des révélations qui allaient à jamais redéfinir les conséquences de la tragédie. Le compartiment de l'équipage disparut. Après des semaines de recherches intensives et acharnées, l'absence de ce compartiment pesait lourdement sur l'enquête. C'était le cœur de Challenger, l'espace où se trouvaient les 7 astronautes, et son absence laissait un vide immense. Les équipes de secours intensifièrent leurs efforts, effectuant des recherches plus profondes et plus méticuleuses au sonar, explorant les fonds marins au large des côtes de Floride, où la profondeur avoisinait les 30 mètres. La combinaison de courants froids et troubles et d'une épaisse couche de limon recouvrait les fonds marins, transformant chaque signal sonore en un moment d'angoisse avant que les plongeurs ou les submersibles ne puissent intervenir. Le 7 mars 1986, plus d'un mois après la tragédie, le sonar de l'USS Preservers détecta enfin un signal inédit. La grande forme irrégulière était partiellement enfouie dans le sable à près de 29 km à l'est de Cap Canaveral. Tandis que les plongeurs descendaient dans les profondeurs obscures, guidés par de puissants projecteurs, un silence étrange régnait dans leurs casques. Ce qui émergea n'était pas un simple fragment ou un morceau de métal tordu, mais le fuselage avant la cabine de l'équipage elle-même. La réalité s'imposa avec une fatalité inéluctable. Ce dont on parlait à voix basse depuis des semaines était désormais une réalité impossible à ignorer. Cette découverte marqua un tournant décisif dans l'enquête. Il ne s'agissait pas d'un amas de débris aléatoires. C'était l'espace protégé où les astronautes se trouvaient durant leurs derniers instants. Bien que fortement fragmenté et écrasé par l'impact avec l'océan, une partie suffisante de la cabine était restée intacte pour reconstituer les événements des dernières secondes de la tragédie. Les équipes de secours ont manipulé la cabine avec un profond respect et une grande délicatesse, la considérant non comme un simple débris, mais comme un lieu sacré. Chaque câble fixé, chaque dispositif de flottaison installé était à être un hommage discret. Une fois à bord du navire de récupération, des consignes strictes ont interdit l'accès à la zone, à la presse et aux regards extérieurs. Un silence de mort s'installa sur le pont du navire, tandis que la fragilité de la cargaison pesait lourdement sur les personnes présentes. L'état du compartiment de l'équipage était désolant, en grande partie détruit par la force de l'océan. Il était néanmoins suffisamment intact pour permettre de retracer sa trajectoire. Les enquêteurs ont confirmé que le module de l'équipage s'était détaché lors de l'explosion, décrivant une trajectoire balistique pendant près de 2 minutes avant de s'écraser dans l'océan à une vitesse dépassant les 320 km/h. Les conséquences ne furent pas seulement techniques, elles furent profondément humaines. La cabine fut transportée sous haute surveillance au Centre spatial Kennedy, où des ingénieurs, des experts médico-légaux et des pathologistes entreprirent la tâche ardue de la reconstituer, assemblant les fragments calcinés et les composants brisés. Leur objectif était déterminé et empreint de gravité, non pas désigner des coupables, mais reconstituer les derniers instants de l'équipage et apporter des réponses à ceux qui en attendaient. L'atmosphère à l'intérieur du hangar était empreinte de recueillement et de tristesse. La reconstruction de la cabine de l'équipage, fruit d'un travail intense,
a révélé des détails poignants sur les dernières secondes à bord de Challenger. Les données télémétriques, les images du lancement et les composants électroniques ont permis de reconstituer, image par image, le récit des événements. Le propulseur d'appoint à propergol solide, droit fragilisé par un joint torique défectueux et durci par le froid, avait commencé à laisser échapper des gaz chauds au décollage, une petite flamme vacillant sur son flanc. Cette fuite s'est amplifiée, provoquant un incendie catastrophique 73 secondes plus tard. Pourtant, à l'intérieur de la cabine, les données indiquaient que les astronautes étaient vivants, bien que probablement inconscients, quelques instants après la décompression rapide. La catastrophe de Challenger a bouleversé le monde le 28 janvier 1986, 73 secondes après son décollage du Centre spatial Kennedy. La navette spatiale a explosé. Les panneaux de commande récupérés présentaient des traces de manipulation d'interrupteurs indiquant des tentatives d'activation des systèmes d'urgence. Le commandant Scobie et le pilote Michael Smith semblent avoir essayé, mais la navette était dépourvue de sièges éjectables et de modules de sauvetage. La chute de la cabine était inévitable, une descente irrémédiable dans l'océan impitoyable. Les données d'impact ont confirmé sa destruction à près de 320 km/h, une force mortelle. Dans la salle où la direction de la NASA a reçu ces informations, un silence de mort s'est abattu accablé par le poids de cette perte évitable. Le courage silencieux de 7 astronautes confrontés à l'impossible allait résonner bien au-delà de ce hangar, façonnant la manière dont l'Amérique a perçu la tragédie et ses conséquences. Au cœur du processus de récupération. Une fois l'équipage à bord, la mission est passée de la simple récupération à une démarche profondément personnelle, un hommage minutieux aux victimes disparues. Dans une installation sécurisée du Centre spatial Kennedy, des responsables de la NASA, des pathologistes militaires et des experts médico-légaux travaillaient discrètement à l'abri des regards. Sous les projecteurs, les fragments du compartiment étaient manipulés avec précaution, chaque pièce cataloguée avec respect et méfiance. Il ne s'agissait pas d'une opération d'ingénierie classique, c'était un acte d'humanité. Parmi les débris des plongeurs avaient signalé avoir découvert des restes humains possibles. Bien que fragiles et souvent mêlés à des composants de la navette, ces fragments conservaient le souvenir de ceux qui avaient péri. La violente fragmentation et l'impact avec l'océan ont rendu la conservation quasi impossible. Des semaines sous l'eau ont exposé les vestiges à l'eau salée, à la pression et à la corrosion. L'identification de chaque fragment a été un travail fastidieux et déchirant. Les procédures de traitement des dépouilles ont respecté scrupuleusement les protocoles militaires, privilégiant le respect et la dignité. Aucune photographie n'a été diffusée. L'opération entière a été menée dans le plus grand secret à l'abri des médias. La NASA a délibérément choisi de protéger la vie privée des familles, considérant la récupération et l'examen des dépouilles comme une responsabilité sacrée plutôt que comme un spectacle. Des mois plus tard, la commission Rogers a reconnu que des restes avaient bien été retrouvés, mais a gardé de nombreux détails secrets par compassion. En 1986, les techniques médico-légales étaient limitées. L'identification s'est principalement appuyée sur des examens anatomiques et des objets personnels retrouvés avec les fragments. Certains restes ont pu être attribués à des individus, tandis que d'autres sont restés introuvables. Les fragments impossibles à identifier ont finalement été incinérés ensemble, un geste d'unité à la fois intime et tragique pour l'équipage disparu. Le 20 mai 1986, les cendres rassemblées ont été inhumées au cimetière national d'Arlington avec les honneurs militaires. Les équipages des 2 navettes spatiales disparues sont également commémorés par des monuments commémoratifs dans la section 46. Le mémorial de la navette spatiale Challenger
rend hommage aux 7 membres d'équipage tués lors de l'explosion de Challenger en 1986. Un monticule blanc marque leur sépulture et porte les noms de Francis Scobie, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Gregory Jarvis et Krista McAuliffe. La cérémonie intime et sans retransmission télévisée ni manifestation publique s'est déroulée dans l'intimité. Le drapeau a été plié avec solennité, tandis que les familles, les hauts responsables et quelques astronautes se recueillaient dans le silence. Pour les participants aux opérations de sauvetage, ce fut un travail éprouvant émotionnellement. L'océan était perçu par beaucoup d'une manière très solennelle, calme, immobile, presque mélancolique, comme s'il capturait l'essence même du fardeau enfoui sous ses eaux. Les plongeurs et les ingénieurs parlaient de veillée plutôt que de récupération pour décrire l'opération. Chaque dépouille récupérée rappelait avec gravité la perte et l'aspiration humaine. La récupération minutieuse des restes de l'équipage de Challenger et de leur dernière demeure souligne avec force la fragilité de la vie humaine et le profond respect dû à ceux qui ont osé explorer l'espace. Leçon et héritage. La catastrophe de Challenger a provoqué une profonde remise en question au sein de la NASA et de l'ensemble de la communauté aérospatiale. Cette tragédie a mis en lumière non seulement une défaillance technique, mais aussi des problèmes profondément enracinés dans la gestion, la communication et la culture de sécurité. Les ingénieurs avaient pourtant alerté sur la vulnérabilité du joint torique par temps froid, mais leurs avertissements ont été ignorés en raison des contraintes de délai et de décisions erronées. Le rapport de la commission Rogers a mis en lumière ces lacunes, qualifiant la catastrophe d'accident évitable, fruit d'une prise de risque banalisée et d'un jugement discutable. Suite à cet événement, le président Ronald Reagan a ordonné la suspension temporaire du programme de la navette spatiale, amorçant une refonte complète. La NASA a entrepris d'importantes modifications, notamment au niveau des joints des propulseurs d'appoint à propergole solides, afin de prévenir toute nouvelle défaillance des joints toriques. Les protocoles de lancement ont été réexaminés et réécrits, l'accent étant mis sur des contrôles de sécurité rigoureux plutôt que sur le respect des délais. L'agence a également restructuré sa hiérarchie décisionnelle afin de responsabiliser les ingénieurs et de réduire les intermédiaires managériaux qui auparavant étouffaient les voix critiques. Cette transformation visait à rétablir la confiance tant au sein de la NASA qu'auprès du public. Les ingénieurs qui craignaient autrefois de s'exprimer étaient désormais encouragés à remettre en question chaque aspect du programme. La sécurité devint une valeur fondamentale non plus considérée comme allant de soi, mais constamment acquise grâce à la transparence et à la rigueur. Les leçons de Challenger ont engendré un changement culturel profond qui a influencé toutes les missions suivantes, façonnant la manière dont l'exploration spatiale a été menée pendant des décennies. Lorsque la flotte de navettes spatiales reprit ses vols en 1988 avec le lancement de Discovery, le pays était encore sous le choc. La mission débuta par 1 minute de silence solennel en hommage à l'équipage de Challenger. Leurs noms entrèrent mot à jamais dans la légende des astronautes, inscrits sur chaque liste de contrôle prononcée sur chaque pas de tir et inscrits dans l'ADN de l'engagement renouvelé de la NASA. Leur héritage est devenu un rappel constant du prix de la complaisance. Au-delà de l'Agence spatiale américaine, la tragédie de Challenger a durablement marqué la perception du progrès et du risque aux États-Unis. Elle a rappelé au monde que l'exploration est intrinsèquement dangereuse et doit être abordée avec humilité. Partout au pays, les écoles ont enseigné cette histoire à la fois comme source d'inspiration et comme un avertissement solennel. Le rôle de Krista McAuliffe en tant qu'enseignante dans l'espace symbolisait ce message. Sa leçon prévue depuis l'orbite, bien que jamais dispensée, a été largement diffusée comme un hommage à la curiosité et au courage. Pour les innombrables plongeurs, ingénieurs et militaires impliqués dans les opérations de sauvetage, les souvenirs restent vivaces. Nombreux sont ceux qui ont évoqué l'océan
comme un témoin silencieux, calme et respectueux, conservant les vestiges du désastre, avec une dignité immuable. Ce qui avait commencé comme une recherche de survivants s'est transformé en une veillée pour l'histoire. Chaque fragment récupéré témoigne de l'effort humain et des pertes qu'il engendre. Ces expériences ont renforcé notre respect pour le prix de l'exploration et les vies qu'elle exige. La NASA a choisi de protéger les restes de Challenger avec la plus grande discrétion. L'épave et les dépouilles des astronautes n'ont jamais été exposées au public. Conservées uniquement à des fins de recherche et de mémoire, elles font l'objet chaque année, le 28 janvier, de cérémonies au mémorial du miroir spatial, en hommage aux astronautes disparus. Familles astronautes et représentants officiels se rassemblent dans un recueillement silencieux, lisant leurs noms à voix haute portés par le murmure du vent océanique. Un souvenir vivant perpétué par ceux qui se souviennent. La tragédie de Challenger a bouleversé à jamais l'exploration spatiale, nous enseignant de dures leçons sur le risque, la responsabilité et le courage. Se souvenir de l'équipage, c'est honorer leur bravoure et les changements nés de leur sacrifice. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies d'événements qui ont marqué l'histoire.